TF1 20h avec Roger Giquel. Sidérurgie, 6 mesures pour le Nord et la Lorraine, pré-retraite à 55 ans, concertation locale, réaction mitigée des syndicats. Sur ce plateau, Robert Boulin, ministre du Travail. Pétrole, la crise en Iran provoque une flambée des prix et une hausse historique de l'or. En France, Valéry Giscard d'Estaing demande d'accélérer la construction de 2 centrales nucléaires. Bonsoir. Il devrait y avoir un peu plus d'espoir, ou si l'on préfère un peu moins de désespoir ce soir, en Lorraine et dans le Nord, dans les villes en tout cas, ou les régions touchées par la crise de la sidérurgie, ou les dures nécessités de son sauvetage. La réunion d'aujourd'hui entre Robert Boulin, ministre du Travail, à mes côtés dans ce studio et que nous entendrons tout à l'heure, et les représentants des 5 syndicats de la métallurgie, a dégagé un certain nombre de points positifs de l'aveu même des syndicats, même si ces derniers estiment souvent, comme le délégué CFDT, que ce bilan positif est encore trop maigre. À cette négociation, les poches du ministre du Travail n'étaient pas vides, comme on l'avait dit, ou comme on l'avait supposé précédemment. En particulier, sa proposition d'autres négociations à plusieurs niveaux a beaucoup intéressé les syndicats. Dans les jours qui viennent, des rencontres avec le ministre de l'Industrie, André Giraud, puis avec les industriels des groupes Usinor et Sassilor sont prévues. Mais surtout, pour résoudre les problèmes sociaux sur le terrain, entreprise par entreprise, et même cas par cas, des comités de bassin vont être créés, composés des responsables administratifs et des organisations syndicales. Et puis, deuxième proposition bien accueillie, la pré-retraite à 55 ans dans la sidérurgie du Nord et de la Lorraine. En réalité, c'est un dispositif en 6 points qui a été présenté par Robert Boulin. Les détails d'abord, François Gault. Rencontre entre le ministre de l'Industrie et les fédérations syndicales de la métallurgie, c'est la première mesure. Sans préalable, on va ouvrir le dossier économique et industriel de la sidérurgie. Mise en place de comités de bassin, site par site, entreprise par entreprise. Avec les syndicats, ces comités étudieront toutes les conséquences des suppressions d'emplois. La situation de chaque travailleur sera examinée en fonction de son âge, de sa qualification et aussi de ses aspirations. Troisième mesure, des aides financières vont être accordées aux travailleurs qui quitteront volontairement leur emploi, des primes de départ en quelque sorte. 4. L'abaissement de l'âge de la pré-retraite. On pourra l'obtenir à 55 ans au lieu de 56 ans et 3 mois, s'ajoutant à d'autres mesures du même ordre, cela permettra d'éviter 12 000 licenciements. Programme intensif de formation professionnelle. Dans l'attente des nouvelles créations d'emplois, les travailleurs licenciés pourront en bénéficier pour se recycler. Enfin, poursuite de la concertation. Après les travaux des comités de bassin, après l'application du plan Boulin, le ministre du Travail et les syndicats se retrouveront pour examiner les premiers résultats de l'opération. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure des réactions des syndicats. J'ai souligné ce qu'ils avaient retenu de positif dans les propositions de M. Boulin, mais tous ensemble, ils expriment néanmoins un regret très fort. Le ministre du Travail n'a pas pris tout de suite l'engagement de suspendre tout licenciement. Je vous propose d'écouter les réactions enregistrées par François Gault. Les réactions des syndicats, bien sûr, avant d'entendre le ministre du Travail. La conclusion la plus positive de cette réunion, c'est que le ministre du Travail a admis que nous rencontrions M. Giraud sans aucun préalable, c'est-à-dire, suivant l'expression de Paul Markelly, que tout est possible dans cette discussion. Nous pensons que la pression populaire qui a déjà permis à l'unité des fédérations d'accrocher cette première phase de discussion est encore tout à fait indispensable pour que cette discussion avec Giraud permette de transformer un certain nombre de décisions et de projets qui sont tout à fait contestables. Le jeu est ouvert maintenant, et il est ouvert, je crois, grâce à la mobilisation qui s'est produite en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faut bien le dire, et c'est, je crois, le grave inconvénient dans cette affaire. Le gouvernement n'a pas été capable de prendre ses responsabilités il y a 6 mois. Alors peut-être que maintenant on arrivera à des solutions, mais j'ajoute que ces solutions ne pourront intervenir que si le gouvernement prend la décision de suspendre toutes les décisions de licenciement et de fermeture d'entreprise telles qu'il les a prévues. Nous attendons avec M. Giraud une explication quant au fond sur la politique industrielle sidérurgique. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Nous savons que les décisions qui ont été prises par les groupes ont été prises sur la base des orientations qui ont été définies par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par le ministère de l'Industrie, qui est maintenant fondamentalement
le patron en quelque sorte de la sidérurgie, de par les dispositions qui ont été prises par l'État. Mais il est évident que si nous ne parvenons pas à convaincre le ministre de l'Industrie, nous ne parviendrons pas à convaincre les dirigeants des groupes sidérurgiques. Je suis convaincu que si la pression revendicative ne s'était pas exercée comme elle l'a été, nous ne serions pas aujourd'hui au ministère du Travail. Et donc par conséquent, j'ai bon espoir que la pression revendicative conduira le gouvernement à reculer sur un certain nombre de choses, tant en matière industrielle qu'en matière sociale. Nous allons naturellement rendre compte fidèlement de la discussion que nous avons eue ce matin, mais en même temps leur dire que ce n'est pas le moment de se démobiliser, qu'au contraire, il convient d'intensifier leurs initiatives pour faire pression sur le gouvernement. Un certain progrès a été enregistré en ce qui concerne d'abord la possibilité d'avoir une réunion avec M. Giraud, ministre de l'Industrie, sur l'ensemble des problèmes de la politique industrielle nationale en matière sidérurgique. Par contre, il faut bien le dire, en ce qui concerne l'arrêt des licenciements qui aurait été de nature à permettre une certaine stabilisation dans les bassins d'emploi, le ministre n'a absolument pas voulu s'engager dans cette voie-là. Et je pense que ça risque d'avoir dans les jours à venir de très lourdes conséquences en Lorraine et dans le Nord notamment. Alors Monsieur Boulin, je vous remercie d'abord d'être venu dans ce studio. Ma première question va porter sur ce qui s'est passé aussi aujourd'hui sur le terrain, tandis que vous aviez cette réunion avec les syndicats. Parce que sur place à Longwy, les syndicats restent fermes sur leur position. Ils disent que la grève du 16 février sera une grande manifestation et que là, ils seront vraiment, cette manifestation sera vraiment puissante. À Hayange, aujourd'hui, les mineurs de fer de Sassilor en grève ont occupé les bureaux de la direction. À Denain, le directeur et 2 cadres d'Usinor ont été retenus dans leur bureau. Ils le sont encore, d'après les dernières informations. Ils ont été retenus dans leur bureau par le personnel d'entretien. Et puis, autre manifestation, il y a eu un déchargement de wagons de coques sur des rails d'ailleurs du coq qui provenait d'Allemagne, sur des rails à Longwy. Alors voilà ma question, pensez-vous que la réunion d'aujourd'hui soit de nature à ramener le calme en Lorraine ? Parce que c'est le premier point. Oui, vous savez, le gouvernement comprend très bien l'angoisse des gens de Longwy et de Denain. Pour une famille qui est menacée d'être privée d'emploi, il y a là une situation tout à fait désastreuse que comprend le gouvernement. Et ce que je voudrais dire ce soir aux gens de Denain et de Longwy, c'est qu'ils ne seront pas abandonnés. Il faut qu'ils en aient conscience. Et il faut le dire calmement, et avec une résolution qui est celle du gouvernement en cette matière. Mais il ne faut pas qu'ils se laissent aller à la violence. Je dois dire que les organisations syndicales ne les y poussent pas. Et que j'ai trouvé des gens... débordés, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne les y poussent pas. Ils ont tout à fait conscience de l'importance et de la difficulté du problème et du désir et du souci de régler cette affaire. Mais de la régler honnêtement. On ne peut pas faire que nous allons et nous voulons régler un problème de la sidérurgie dans ce pays ayant les capacités de production et la compétitivité européenne. C'est cela qu'il faut faire. Il ne faut pas qu'on ait l'air de régler l'affaire pour que dans 6 mois ou dans 1 an, on recommence à licencier. Il faut la régler d'une manière durable. C'est ça l'idée. Oui, mais pourtant, il y a quelques jours, on ne croyait pas beaucoup aux chances de réussite de cette réunion d'aujourd'hui, de cette, disons, négociation d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez que ce dialogue que vous avez amorcé, et en particulier sur le terrain, ce qui est très important, a des chances de réussite, cas par cas, entreprise par entreprise, comme vous l'avez dit? Oui, je le souhaite très vivement, d'abord parce qu'il y a un dialogue, et qu'aujourd'hui, il n'était pas question de conclure et de régler définitivement cette affaire. Ce qui était important, c'est d'annoncer un certain nombre de choses. Par exemple, le dégagement. Il ne s'agit pas du licenciement, il s'agit des gens à 55 ans qui ont travaillé dur, dans les 3-8 à feu continu depuis 15 ou 20 ans, ils ont droit légitimement à une retraite. Eh bien, une fois ces gens dégagés, ça fait plus de 10 000 personnes, nous pourrons voir mieux sur le terrain, et c'est en effet la proposition que j'ai faite aux syndicats, d'avoir des comités de bassin qui s'occupent individuellement des familles, des cas particuliers. Quelqu'un à qui on annonce qu'il perd son emploi le 1er juillet 79 et dont on lui dit « voici une usine qui va ouvrir le 1er juillet 82 », il ne peut pas être satisfait de la réponse, il faut regarder le problème et apporter les remèdes appropriés. Mais ces comités vont avoir les moyens d'agir ? Ces comités auront les moyens d'agir et ils vont être installés de la manière la plus rapide. Je vais en parler naturellement aux organisations syndicales avec qui le dialogue continue dans un avenir très proche. Je souhaite qu'il soit en place en mars. Alors, et pourquoi est-ce que ce dialogue
dont nous venons de parler ne s'est pas engagé plus tôt? Vous savez, il fallait d'abord remettre de l'ordre dans la sidérurgie. Il ne faut pas oublier qu'elle était littéralement en faillite. Il y a eu un effort national énorme de solidarité, bien légitime, et les travailleurs ne sont en rien dans ce désastre. Et ensuite, il fallait faire des propositions au niveau des bassins, aboutir à des propositions concrètes. Bref, c'est toujours trop tard, sûrement. Enfin, c'est commencé, c'est amorcé. Je vous répète, un certain espoir doit demeurer, et il faut que les gens de Denain-Glonwy, je le répète à nouveau, n'aient pas le sentiment d'être abandonnés. Vous irez vous-même sur le terrain? J'irai sur le terrain. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Il y a d'autres secteurs en crise. Est-ce que c'est vraiment inévitable que ces révisions déchirantes de l'économie française, de son industrie, soient comme ça livrées brutalement et fassent des victimes parmi les travailleurs qui ne s'y attendent pas du tout? Ils ont l'air tout à fait surpris de ce qui se passe, ils n'ont pas été préparés en fait. Vous savez, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. Savez-vous qu'ils ont licencié 56 000 personnes dans la sidérurgie? Les Allemands en ont licencié 23 200. C'est une révision déchirante. Mais il faut laisser à ces régions leur capacité de production. Il ne faut pas que tous les gens s'en aillent. On va créer des entreprises. Le Fonds spécial d'adaptation industrielle est doté de moyens très importants. Il faut réanimer le secteur. Mais il y a des délais, il y a des problèmes de calendrier, il y a des problèmes humains, il y a des problèmes sociaux. Alors ça, il faut les traiter avec sérieux, mais il faut les traiter avec courage. Parce que les travailleurs de cet endroit ont droit au langage de la vérité, qui est l'avenir de cette région ou de ces régions. Quelle est la facture nationale de ce dispositif? Cher. Très cher. C'est tout ce que vous pouvez nous dire? Pour l'instant. Merci, Monsieur le Ministre. Écoutons maintenant le Premier ministre Raymond Barre, qui parlait ce matin au Palais des Congrès à Paris, devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et puis devant les patrons de l'Île-de-France aussi. Et il a dit que la seule véritable question urgente actuellement était de trouver les moyens pratiques pour que la France puisse surmonter les difficultés profondes et durables qui affectent l'ensemble du monde industrialisé. Il a répété que nous n'étions pas au bout de nos peines, que le seul vrai remède au chômage, c'était la reprise d'une expansion réelle, d'une croissance donc saine, sans inflation et sans endettement extérieur, et que l'année 79 sera décisive mais difficile. Je ne saurais entretenir l'illusion sur les délais qui seront nécessaires pour obtenir une décrue du chômage. À cet égard, cette année sera encore difficile, car le processus d'adaptation de notre économie s'accompagne, hélas, de la suppression des emplois excédentaires. La réorganisation de nos entreprises, qui aurait pu s'effectuer, comme cela s'est fait dans d'autres pays, en Allemagne fédérale, depuis plusieurs années, se concentre, hélas, au moment le plus difficile de notre conjoncture et de la conjoncture internationale. Mais je voudrais vous dire qu'une stratégie qui viserait à maintenir des emplois dans des conditions artificielles, loin de résoudre le problème du chômage, ne servirait qu'à l'aggraver. Enfin, dernière nouvelle économique de la journée, René Monory, le ministre de l'économie, a mis en place ce matin un jury composé de 14 chefs d'entreprise chargés de sélectionner des candidats tentés par la reprise et le redressement d'entreprises saines mais en difficulté. Ces futurs gestionnaires devront avoir apporté la preuve, bien sûr, de leur qualité professionnelle, et s'ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour redresser telle ou telle entreprise, ils pourront recevoir un prêt d'honneur sur un fonds doté actuellement de 20 millions de francs. À Téhéran, dans les bars des grands hôtels, on refuse désormais de vous vendre de l'alcool. Pas d'alcool en République islamique, vous répond le barman. C'est peut-être un des signes qui montre qu'on prend au sérieux le gouvernement provisoire formé par l'ayatollah Khomeini. Le Premier ministre officiel, M. Bakhtiar, continue, lui, à faire face devant le Parlement. Il a répété que son objectif, c'était une démocratie pour tout le monde, et pas pour quelques-uns, et qu'il ne s'agissait pas de remplacer la dictature passée et ses polices par de nouveaux problèmes du même genre. Ce matin, plus de 100 000 personnes ont célébré la proclamation du gouvernement provisoire. Il n'y a pas eu d'incident. Mais l'aviation iranienne a fait une démonstration sur laquelle on s'interroge. C'était un vol en formation au-dessus des manifestants. Les partisans de l'ayatollah organisent en ce moment des milices populaires. De nouvelles grandes manifestations sont prévues pour demain. Mais pendant ce temps-là, l'économie iranienne est à bout de souffle. Et du coup,
la tension sur le marché mondial du pétrole et dans les principaux pays consommateurs, Amérique entre autres. Jusqu'à présent, on se disait que l'Iran serait bien obligé, forcé de rétablir très vite sa production de pétrole pour se procurer des devises. Et aujourd'hui, on en est moins sûr. Il a suffi que l'ayatollah laisse entendre qu'il voulait réduire les livraisons iraniennes de 40% pour que la spéculation se déchaîne, y compris sur le marché de l'or. En France, même s'il n'y a pas de danger de pénurie, dit-on, le gouvernement s'inquiète tout de même de la hausse du prix du brut. Et l'augmentation des carburants dans 8 jours, le 15 février, pourrait dépasser les 5 centimes envisagés sur le litre de super. Et puis, à plus long terme, la sécurité de nos approvisionnements est tout de même en cause. Et ça se complique quand on veut réduire les dépenses d'énergie. Et qu'en même temps, on constate que la consommation continue à augmenter plus vite que les prévisions faites jusqu'à l'horizon 85. C'est tout cela qui a provoqué la réunion d'un conseil restreint à l'Élysée aujourd'hui. Et le président de la République a demandé alors que soit accéléré le programme d'équipement électronucléaire de la France, en insistant pour que les centrales prévues dans les régions dont nous parlions tout à l'heure, le Nord et la Lorraine, plus exactement à Cattenom en Lorraine et à Gravelines dans le Nord, soient équipées dans les délais les plus rapides, compte tenu, a ajouté le président, des effets attendus sur les implantations industrielles et les créations d'emplois de la construction de ces centrales dans ces régions. Avec Emmanuel Delataille, le problème de l'évolution immédiate des prix du pétrole. Et revoilà le pétrole, la fermeture de l'Iran, ses conséquences à terme sur l'approvisionnement mondial, la tendance immédiate à la hausse du brut ont mobilisé le gouvernement pour trouver des parades rapides, mais aussi renforcer notre programme d'indépendance énergétique pour 85. À l'origine de cette mini-crise du pétrole, le blocage du brut iranien, déjà maintenant pour 3 mois minimum, sans qu'on sache quand la production repartira. Certes, l'Iran, deuxième exportateur, ne fournit que 8% de notre consommation, et nous avons en stock l'équivalent de 3 ans de pétrole iranien, mais la rupture se répercute sur une demande mondiale qui se gonfle avec l'hiver et la reprise économique. Les intérêts et la politique s'en mêlent. Ainsi, l'Arabie, qui avait ouvert un robinet de secours pour compenser l'Iran, envisage non seulement un relèvement de ses tarifs, mais une limitation de ses services pour faire pression sur la politique américaine au Moyen-Orient. Autant de remous qui provoquent de grandes manœuvres internationales, une flambée des prix à Rotterdam, des difficultés pour les professionnels en France et des à-coups sur le dollar et l'or. Problème urgent pour la France, à combien fixer l'augmentation des carburants le 15 février ? On prévoyait environ 5 centimes sur le super en fonction des hausses de l'OPEP, du dollar et des marges des pompistes. Comme en Belgique, le relèvement pourrait être plus élevé, notamment pour le fioul domestique, afin d'assurer un approvisionnement régulier et suivre la tendance des tarifs, sans aller trop fort pour ne pas bousculer l'indice des prix. Le fardeau du pétrole n'a pas fini de peser sur l'économie et l'emploi quand on constate en plus que c'est essentiellement par le freinage de la croissance, facteur de chômage, que nous avons jusqu'ici limité la facture, d'où la relance par le président de la République du programme nucléaire. En attendant, la spéculation rebondit partout. C'est le thermomètre des spéculations qu'inspire l'affaire iranienne. 33 000 francs le kilo, c'est le record absolu. L'origine de cette fièvre, c'est aux États-Unis qu'il faut la chercher. Les Américains n'ont le droit d'acheter de l'or que depuis peu, mais ils ont rattrapé leur retard. Aujourd'hui, ils spéculent sur l'or, comme ils le faisaient sur les autres matières premières, l'argent, le sucre, le café ou encore le cuivre, qui a atteint un de ses plus hauts niveaux depuis 4 ans et demi. Ils achètent à tour de bras, comme si les matières premières risquaient de faire défaut demain, quitte à revendre en bloc si l'horizon économique et politique s'éclaircit. Paradoxalement, à Paris, le marché reste calme et les cours sont plus faibles qu'ailleurs. Les spéculateurs français n'achètent plus d'or depuis la loi sur les plus-values qui a créé une taxe de 4% sur les reventes. Alors à Paris, on profite plutôt des cours records atteints ailleurs, 247 $ l'once hier soir à Chicago, pour vendre. Officiellement, il est interdit de faire sortir le métal jaune de France. Mais comme les Américains achètent et que les Français, eux, vendent, on est bien obligé de se poser une question. Existe-t-il une filière parallèle pour faire sortir le métal jaune de France ? La question est posée. Jean-Pierre Pernaut, les autres nouvelles de ce journal. Oui, d'abord, à l'étranger, on parle de troubles assez importants au Zaïre, dans la banlieue de Kinshasa. Et à la demande du gouvernement zaïrois, des commandos de parachutistes belges s'apprêtent à partir au Zaïre, sans doute la semaine prochaine, pour, dit-on, à Bruxelles, pas officiellement, mais on le dit quand même, pour protéger les 30 000 ressortissants belges qui se trouvent en ce moment à Kinshasa. En tout cas, un bataillon
a été mis, un bataillon de paracommando a été mis en état d'alerte près de Namur et ce prochain départ des militaires belges au Zaïre a été annoncé officiellement par le ministre belge des Affaires étrangères. On aura sans doute des précisions à 23 heures. La condamnation à mort d'Ali Bhutto, ancien Premier ministre du Pakistan, confirmée par la Haute Cour de justice de ce pays. Reconnu coupable d'avoir ordonné le meurtre d'un de ses adversaires politiques, Ali Bhutto pourrait être pendu. Deng Xiaoping est arrivé à Tokyo pour une visite de 3 jours. Il souffre d'une petite grippe et le numéro 2 chinois commencera seulement ses entretiens politiques demain avec les dirigeants japonais. En ce qui concerne son voyage de 9 jours aux États-Unis, qu'il a terminé hier soir, M. Deng Xiaoping a dit que le succès avait été complet. Et pendant ce temps-là, on continue de voir des choses étonnantes à Pékin. 1 millier de Chinois et quelques Européens suivent, vous le voyez, des cours de danse tout près de la place Tiananmen. Déjà le soir du réveillon, des diplomates avaient dansé le disco, vous vous en souvenez. J'ajoute que parmi les autres changements en Chine, la publicité, bannie depuis 20 ans, a fait sa réapparition dans un journal de Shanghai avec des messages pour un western américain, pour Coca-Cola bien sûr, et pour une crème contre le vieillissement de la peau. En France, entre 3 et 10 000 salariés de l'EDF ont manifesté ce matin à Paris. Objectif de la CGT et de la CFDT, défendre la notion de service public à EDF. Autre rassemblement, celui de 250 professeurs d'école normale. Ils protestent contre les 450 disparitions de postes prévues pour la rentrée prochaine. Pour les représentants de la Fédération de l'Éducation nationale, cela menace l'existence de certaines écoles normales. Les obsèques du gendarme Mokaer, tué d'un coup de couteau dans le métro à Paris la semaine dernière, ont eu lieu en fin de matinée à la caserne de gendarmerie mobile d'Aubervilliers. Il y avait bien sûr toute sa famille, ses collègues, et puis le ministre de la Défense, Yvon Bourges, et le directeur de la gendarmerie, qui était venu lui rendre un dernier hommage. Ils ont tous les deux souligné leur indignation après cet assassinat qui a provoqué une très forte émotion dans toute la France. Une bande de voyous a détruit 250 parcs-mètres la nuit dernière à Paris. 6 jeunes gens ont été arrêtés. Ils sont connus par les services de police comme militants anarchistes ou simples voleurs déjà condamnés. Ils voulaient prendre l'argent des parcs-mètres et ils affirment n'avoir aucune motivation politique. Monseigneur Poupart, évêque auxiliaire du cardinal Marty, il vient d'être nommé à ce poste par le pape Jean-Paul II. Monseigneur Poupart conserve sa charge de recteur à l'Institut catholique de Paris. Les obsèques de notre confrère Lucien Barnier auront lieu demain à Paris. Elles se dérouleront à 13h45 à Notre-Dame de Lorette. Autre chose, développer l'enseignement musical en France, c'est l'objectif du gouvernement. Parmi les mesures annoncées ce matin par Jean-Philippe Leca, la création en octobre prochain d'un conservatoire national supérieur de musique à Lyon. Dans l'actualité littéraire, maintenant, sachez que le 20e prix Littré a été attribué aujourd'hui. Le lauréat est Guy-Marie Vianney pour l'Ergot de Seigle aux nouvelles éditions Bodinière. Zizanie au lycée de Mirepoix, en Ariège. Les lycéens étaient en grève. Ils réclament tout simplement que les cours soient facultatifs, que l'accès au dortoir soit libre toute la journée et que les garçons puissent accéder librement au dortoir des filles. Le proviseur a préféré fermer le lycée. Du sport maintenant avec le ski. Perrine Pellen n'est que 5e du slalom géant de Berchtesgaden, comptant pour la Coupe du Monde. Première, l'Allemande Kinshofer devant sa compatriote Irène Eple. Anne-Marie Moser est 3e. Et puis un mot des vacances, elles commencent ce soir pour la première zone, celle des Parisiens. Plus d'1 million d'entre eux vont partir vers la montagne. Et la direction des routes leur conseille de ne pas partir avant 9 h du matin. Entre 3 et 9 h cette nuit, la circulation pourrait être très chargée. Alors le temps, justement, pour ces départs, et puis pour les autres, pour ceux qui ne partent pas, les températures sont restées clémentes pour un mois de février aujourd'hui, et même franchement agréables dans le midi. Demain matin, le temps sera encore froid et brumeux dans l'est, le nord-est et le nord. Ensuite, dans ces régions, il pleuvra ou il y aura quelques chutes de neige. Sur le reste de la France, eh bien, le temps sera doux, couvert et pluvieux, et les vents seront assez forts près de l'Atlantique et de la Manche. Un temps qui va s'améliorant et va peut-être vers le printemps, qui sait. Ariane, dans la mythologie, c'est la déesse qui aida Thésée à sortir du labyrinthe du Minotaure en lui donnant un fil, le fil d'Ariane. Or, l'Europe, qui fait aussi partie de la mythologie, même des temps modernes, s'était, dans le domaine spatial, enfoncée, elle aussi, dans un labyrinthe, c'est-à-dire une succession de problèmes politiques sans issue. En 1971, c'était la faillite de l'Europe spatiale, tout simplement parce qu'elle était incapable de construire sa fusée. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'on ait trouvé un fil d'Ariane pour l'Europe de l'espace, avec la fusée baptisée justement Ariane. Cet engin de 3 étages sera capable de rivaliser avec les fusées américaines, qui sont actuellement en position de suprématie. Et depuis hier, Ariane n'est plus seulement un projet. Ce que les journalistes ont vu en Guyane, au centre spatial de Kourou, c'est une sorte de modèle d'essai grandeur nature qui porte déjà tous les espoirs des experts. TF1, bien sûr, était sur place.
Ariane, c'est un programme de 4 milliards 300 millions. C'est très cher. Mais à ce qu'on dit, c'est le prix de l'indépendance. Michel Chevalet. Kourou, hier au début de l'après-midi, sur ce qui doit devenir le Cap Kennedy de l'Europe. Cinéastes, photographes, journalistes, tous les ingénieurs et techniciens sont venus voir la fusée. À 15h30, lentement, la tour se retire et Ariane apparaît dans la splendeur de ses 3 étages, telle qu'elle sera lancée avant la fin de l'année. Ce n'est pas encore la vraie fusée, mais un modèle destiné à tester les équipements au sol. Bref, un grand jour pour l'Europe. Mais attention, tout le monde se souvient, tous les ingénieurs, tous les techniciens du centre spatial guyanais où nous sommes actuellement, se souviennent de ce qui s'est passé ici même, à l'endroit où vous voyez cette fusée Ariane, de ce qui s'est passé le 5 décembre 1971. Ce jour-là, la première fusée européenne, Europa 2, a fini dans un magnifique feu d'artifice. Le résultat, eh bien vous le voyez sur ces images. Ces 2 étages de fusée attendent chez un ferrailleur à côté de Kourou que des acheteurs viennent. Alors qu'à l'époque, ces 2 étages de fusée avaient coûté 1,2 milliard de francs. Aujourd'hui, on vous les brade, les deux, pour 50 000 francs et avec en prime, eh bien, tout un lot d'ordinateurs et de tuyauteries dont on ne sait plus finalement quoi faire. Ariane, c'est donc un triple pari. D'abord, un pari technique, c'est-à-dire que l'on réussira ensuite un pari économique, à savoir que les Européens vont construire et vendre des fusées rivalisant avec la navette américaine. Enfin, un pari politique. Coût 4 milliards 300 millions de francs. C'est à se demander si les Européens n'ont pas les yeux plus grands que le ventre. Je crois pas. Je crois si on examine toute l'histoire courte en 10 ans des satellites de télécommunications, de télévision directe, de météorologie, c'est absolument évident que même en Europe, on aurait besoin des lanceurs. Comment voulez-vous que l'Europe fabrique les lanceurs, des satellites de télécommunications et après demande aux Américains, avec lesquels nous avons une concurrence féroce, lancez-moi ça s'il vous plaît. C'est absolument inconcevable. Nous devons avoir notre moyen indépendant. Ici, à Kourou, on va donc se hâter lentement, ne prendre aucun risque, car Ariane est la fusée de la dernière chance. Mais tout ce qu'on demande, c'est qu'à ce prix-là, ça fonctionne, enfin. Voilà, dernier journal, Bruno Mazur vers 23h30. Merci d'avoir écouté ce journal. Merci de votre attention. Thank you.